Diplômée de l'école de kinésithérapie Croix-Rouge bavaroise en 2010, Aïda a enrichi ses compétences au fil des années, suivant des formations en ostéopathie et en psychologie jusqu'en 2021. Aujourd'hui, elle conjugue ses talents en tant que kinésithérapeute, psychologue et ostéopathe pour offrir à ses patients une vie meilleure, tant sur le plan physique que mental. Son quotidien est une dédicace à l'équilibre et au bien-être. À travers son cabinet, elle déploie son expertise pour aider chacun à retrouver vitalité et sérénité. Découvrons ensemble le parcours inspirant de cette professionnelle dévouée. Bonjour Aïda, bienvenue à toi. Merci. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui est Aïda? Aïda, c'est une Togolaise qui a grandi à Lomé et aussi en Bavière. Et de formation première, kinésithérapeute. Et à côté du boulot de kinésithérapeute, je me suis formée en ostéopathie et j'ai aussi fait des études de psychologie. Voilà, d'accord. C'est Aïda. D'accord. Et je me suis installée depuis très peu à Lomé. Depuis combien de temps? Presque un an. Encore un an. Et ça se passe bien? Tu n'as pas eu de complications à t'installer? J'ai eu de la chance d'avoir rencontré un kinésithérapeute très, comment dit-on, collégial, qui m'a aidé dans les démarches. Et la clientèle s'est fait très vite de bouche à oreille. Alors, j'avoue que coup de bol et bonne préparation. Ok. Je me suis très bien installée à Lomé. Super. Maintenant, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la psychologie? Avec plaisir. Je commence par la kinésithérapie. Oui. C'est plus quand il y a un trauma réversible. Okay. C'est à nous les kinés maintenant de rééduquer la partie du corps qui a eu un accident, un trauma, par exemple. Et on intervient dans plusieurs domaines, que ce soit en orthopédie, en chirurgie après les opérations, en neurologie, les post-AVC et aussi en pédiatrie. Pour les nouveau-nés, quand ils ont des malformations des pieds ou quand il y a des thérapies respiratoires à faire parce que les bébés sont encombrés. Et aussi dans un domaine qui est très important à mon avis, en gynécologie. Tout ce qui est préparation à l'accouchement et rééducation périnéale, je dirais. D'accord. Voilà. Intéressant. En psychiatrie et gériatrie. D'accord. Voilà. C'est ça. Et la psychologie, du coup? La psychologie, c'est la santé mentale. Mentale, ouais. C'est, à mon humble avis, déjà commencer à prévenir dans le quotidien tout ce qui est maladie mentale, dépression, burn-out. Et en tant que psychologue, j'aide les gens à, justement, quand ils voient déjà les signaux, d'avoir les alertes pour venir, justement, prendre soin de... quand c'est cassé, c'est une fracture, on voit, mais quand c'est le cerveau, c'est un peu plus difficile de savoir qu'il y a un problème. Et là, au Togo particulièrement, c'est un peu difficile que les gens viennent directement vers nous, les psychologues. Mais petit à petit, ça commence à se faire à Lomé. Et l'ostéopathie, c'est aussi pour le bien-être, la santé du corps. Et l'ostéopathie ne prend pas qu'un trauma qui se passe à un endroit en compte, mais le corps en entièreté. Voilà. Okay. C'est ce qui différencie la kinésithérapie de l'ostéopathie. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir choisi relier tous ces trois domaines? Parce qu'ils sont un peu différents. Il y a celui qui s'occupe du corps humain et l'autre qui s'occupe du mental, je dirais. Personnellement, ça a du sens. Okay. Parce que qui dit corps dit aussi esprit. Et qui dit esprit aussi dit corps. Il y a la psychosomatisation. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit et dans la tête et qu'on ressent sur le corps. Et en étant kinésithérapeute, après 2-3 ans, j'ai trouvé que souvent les patients qui venaient parce qu'ils avaient mal au dos, le problème était vraiment ailleurs. En discutant avec eux, il y avait plein d'autres sujets d'ordre psychologique derrière. Et c'est ce qui m'a poussée à faire psychologie en tout, en plus pour compléter. Alors, c'est pas du tout contradictoire, je dirais. Et j'en suis convaincue, ça se complète. Ok, voilà. Donc du coup, quand on a une douleur peut-être à une partie du corps, c'est pas forcément que physique. Il y a le côté esprit, le côté mental qui joue. D'accord, ok.
Et tu arrives à avoir assez de clientèle. C'est vrai ici en Afrique et au Togo, les gens ne sont pas forcément ancrés à aller consulter un psychologue, une psychologue. Quand on a des problèmes, on préfère se dire non, c'est peut-être la famille ou genre les amis, l'entourage. On voit pas forcément se dire que non, on va aller consulter, tout ça. Et puis, ils prennent pas ça bien. Personnellement, j'ai une tranche d'âge entre 19 ans et 36 ans vers moi. J'ai ouvert les consultations en psychologie depuis très peu. Et j'avoue que les gens viennent parce que avec Internet, les podcasts, les réseaux sociaux, les gens commencent à réaliser que c'est pas la tante, la tante quelque part ou je ne sais pas, la voisine qui est à l'origine du fait qu'on n'aille pas bien. Mais les gens commencent à réaliser et cette appréhension, personnellement, de ce que j'ai vu jusqu'alors, peut-être que les générations au-dessus de cette tranche d'âge ont toujours cette façon de penser comme vous venez de l'évoquer. Mais de ma part, de ce que j'ai vu jusqu'alors, bien au contraire, c'est des gens qui viennent déjà avec déjà assez de lecture, assez de connaissances sur la psychologie et qui viennent justement pour se faire accompagner. D'accord. Voilà. Et c'est quoi, tu as plus de femmes que d'hommes? En psychologie, j'ai que des femmes. Ok. J'ai pas encore de clientèle masculine, mais je me dis c'est une question de temps. Oui, exactement. Ok. C'est une question de temps. Pourras-tu partager avec nous, je sais pas, une histoire ou un cas spécifique que tu as rencontré qui était assez compliqué ou complexe? Là, ça me vient une histoire d'une femme enceinte. Et là, on a fait une combinaison de psychologie et de kinésithérapie. On a préparé son accouchement et elle avait des peurs de ouf. Elle s'était fait tous les scénarios pour ne pas pouvoir... C'était son premier accouchement. Premier accouchement, le compagnon qui n'était pas à côté, professionnellement, qui était en déplacement. Et on a commencé avec une femme en détresse qui avait tous les scénarios. Il y aura jamais par voix basse. Il va tout se passer. Je vais avoir des déchirures, tout ce qu'on peut imaginer de négatif. Et on a fini avec un accouchement comme une lettre à la poste. Bravo. Alors, bravo. En parlant de ça, c'est ce qui me vient. Et là, on a fait l'accompagnement psychologique en début de séance et à la fin, on a fait des exercices de préparation à l'accouchement, respiration, éducation du périnée. Et voilà. D'accord. C'est la success story qui me vient. Ok. As-tu des conseils à la jeune femme qui aimerait mieux gérer son stress au quotidien? Oui. Mon premier conseil, c'est on est quand même dans une société qui reste très patriarcale et très misogyne, spécialement au Togo, je l'avoue. Et déjà, travailler sur l'estime de soi, de soi, la confiance en soi, déjà au quotidien de se choisir et de se dire oui. C'est là que ça commence. Et ne pas écouter ce que les autres disent, mais d'écouter son cœur. C'est le premier conseil déjà que je donnerais aux jeunes femmes, d'être connectées avec elles-mêmes et de s'estimer. D'accord. De pas à chaque fois qu'elles ont des idées, qu'on les casse, qu'on leur dit tu n'y arriveras pas. Il faut considérer ça comme la projection de cette personne en face de vous qui, elle, n'y arrivera pas, mais pas vous. Voilà. C'est vrai qu'on a grandi vraiment dans cette tendance de toujours minimiser, nous rabaisser, ne pas nous valoriser. C'est très important. Et surtout, même entre nous femmes, hein, on se valorise pas. Malheureusement. On se valorise pas. Malheureusement, mais justement, il est temps. Oui, il est temps, justement. Et il faut que chacune commence à son échelle. On va pas, tout se passe déjà à l'échelle personnelle et puis, espérons un effet domino aussi sur les autres. Déjà que les femmes encouragent ce que les autres co-créent, la création des autres femmes. Et quand on sent qu'on n'est pas à la hauteur ou quelque chose, ben, au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, on peut s'inspirer l'une de l'autre. On peut aller vers l'autre pour apprendre, justement. Ouais. Alors, déjà, ça comme conseil aux femmes. Et si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur de quelque chose, allez vers les autres. N'ayez pas peur de brûler leur peur, exactement. Et être plus dans l'action. Voilà.
Quelles sont les problématiques qui sont le plus abordées en consultation? À votre avis, si je vous repose la question. Des problèmes foyers? Ah, bingo! 80%, 70 à 80%. Ok. Souvent, passe par rapport à quand le couple bat de l'aile. Mais qu'est-ce qui cause ça? C'est du cas par cas en général, mais en analysant, pour moi, c'est beaucoup la pression sociale joue un grand rôle, à mon humble avis. Le manque de communication aussi. Voilà, ouais. Exactement. Et surtout, la société. Voilà, la société. Trop de pression. L'image qu'on veut renvoyer. Et, du coup, on se dit, même si ça ne va pas, on essaie de... recoller. Mais c'est ce que nos parents ont eu à faire. Ou différemment. Pour nos parents, je crois qu'il y a aussi le côté financier qui joue un rôle là-bas. Alors, à l'époque, je crois que les femmes, quand on ne travaille pas, on se sent, on croit qu'on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, c'est le côté qu'est-ce que les autres vont dire. Et voilà. Il y a beaucoup de facteurs, on ne peut pas dire du cas par cas, mais en tout cas, les femmes, à 80%, elles viennent parce que au foyer, il y a des problèmes. Dis-moi, dans tes consultations des problèmes de couple, quels sont les cas qui reviennent plus souvent? Les cas qui reviennent plus souvent, c'est les femmes qui viennent sauver leur couple parce qu'elles sont à un moment où ça va dans tous les sens, soit parce que le monsieur ne les soutient pas assez, elles se sentent délaissées, elles ont un problème énorme et on leur donne toute la responsabilité et elles n'ont pas l'épaule et comment dit-on, cet accompagnement de leur conjoint, ou soit c'est dans l'extrême que la femme se sente complètement rejetée par l'homme qui lui dit carrément ben, tu fais pour toi, je fais pour moi. Et aussi des femmes qui veulent partir mais où leur famille leur dit de rester là où elles sont, qui veulent divorcer, mais où le mari, souvent, ça c'est au Togo que j'ai beaucoup appris ça, où les hommes vont bien s'occuper de la belle famille, faire des cadeaux. Le mariage va pas du tout bien, mais ils vont faire des cadeaux pour que, justement, à la belle famille, pour que eux ils encouragent la femme à rester. Ça, c'est des petites anecdotes que j'ai rencontrées au Togo. Voilà. Et sinon, c'est vraiment vaste hein, comme problème. Mais ce qui vient à la fin, ce que je comprends à la fin, c'est toujours ce côté très, très patriarcal où l'engagement de l'homme dans la vie du foyer n'est pas le plus grand, où les femmes se sentent délaissées, dévalorisées. Et elles reviennent pour travailler sur elles-mêmes, avoir de l'estime de soi, fixer leurs propres objectifs et savoir être libre pour elles déjà. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi la femme a tendance à se sous-estimer vis-à-vis de l'homme? Déjà, dans la société en général, c'est vite fait les remarques par rapport aux femmes. Ah, t'as pris un peu de poids, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Et souvent, chaque fois, c'est des petites phrases qui sont des coups qui nous rabaissent dans notre propre estime de nous. Ça, c'est un petit exemple au quotidien que je donne. Et bien au contraire, les hommes, beaucoup de choses sont plus valorisées. Et quand un homme, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on n'a pas la même façon de lui dire par rapport à quand c'est une femme. Alors ça, au quotidien, je crois que si les femmes ne conscientisent pas comment je dirais, ce message qu'elles reçoivent toujours subtilement, hein, si elles ne savent pas qui elles sont exactement, mais ça ne fait que les rabaisser dans la vie quotidienne. Ok, ce qui fait que les hommes ils se sentent beaucoup plus supérieurs qu'à nous les femmes. La charge mentale aussi, quand on a beaucoup plus à faire, c'est clair que quand on n'y arrive pas, on en a plus simplement, plus facilement le recours de dire ah, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien. Or, c'est des trucs qu'il faut revoir toute la base. Se partager des charges et beaucoup de choses. Et concernant l'infidélité, je sais pas, je sais c'est un sujet un peu tabou, mais généralement les hommes ont tendance à ne pas pardonner l'infidélité des femmes. C'est vrai que se disent pourquoi la femme doit être infidèle, mais
eux, ils ont le droit de le faire. Ça, je crois qu'on est dans un pays bien placé pour évoquer ce thème. Je crois que selon les statistiques, je crois que le Togo, c'est le pays où il y a plus d'infidélité dans le monde. Ah. Je crois que j'ai bien vu un reportage. Alors, bienvenue sur cette question, mais bon, c'est ça, c'est toléré dans la vie quotidienne. Quand un homme trompe, c'est normal. Quand une femme trompe, ça, c'est un gros mot qu'on peut sortir. Et bon, c'est malheureusement ça. Mais ce qui est drôle et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que les hommes, ils pensent que c'est eux. Mais finalement, eux, ils peuvent aller dehors faire quelque chose. Et ça reste dehors. Nous, les femmes, quand on fait dehors, on ramène à la maison. C'est un problème ivoirien. Ouais. Pour montrer au fait la force qu'on a finalement. Nous, on peut sortir, le faire et le ramener chez vous. Et vous vous en occupez, mes chers hommes. Bah, du coup, les hommes, eux, ils viennent pas trop, vraiment, parce que la femme, elle préfère vouloir arranger. C'est pour ça qu'elle essaie de venir consulter. Elles essayent aussi d'envoyer leur mari, mais je ne les vois pas. Je sais qu'on leur dit de venir, mais je ne les vois pas. Du coup, à combien coûte à peu près une consultation en psychologie? Une consultation conventionnelle, elle est à 40 000. D'accord. Voilà. Et il faut combien de séances pour essayer d'améliorer un peu? Selon l'évaluation, ça dépend. Ça peut être entre 10 à 15. D'accord. Pas moins? Parfois moins. Ok. Ça dépend de l'intensité. Exactement. Et déjà, comment on se sent déjà avant de venir et l'origine du problème qu'on va creuser. Voilà. D'accord. Et quels sont, bah oui, les signes déjà, je sais pas si tu pourras nous donner quelques signes de dépression pour qu'on puisse anticiper. Bien sûr. Avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. Déjà, le visage, sur le visage, on voit quand il y a la tristesse, la mimique. Quand on est triste et dépressif, la bouche, c'est pas le sourire, mais c'est plutôt vers le bas. En plus de ça, il y a le langage corporel. La tête n'est pas haute, elle est baissée vers le bas. Et l'envie, elle n'est pas là. L'envie d'aller vers les autres, l'envie de bouger simplement. C'est pour ça qu'en dépression, on passe beaucoup de journées dans son lit à ne pouvoir rien faire. Et c'est aussi mesuré somatiquement. L'énergie en bas, les jambes, elle est très, très réduite quand on est en dépression. Mais pour une personne lambda, déjà, c'est le langage corporel. Cette tête qui est baissée vers le bas et la tristesse dans le visage. Voilà, d'accord. Ça, c'est les premiers signes de dépression et l'envie de ne rien vouloir faire. D'accord. Voilà. Y a-t-il des conseils à nous donner pour peut-être anticiper tout ça, pour nous sentir bien dans notre peau déjà? Bien sûr, une hygiène quotidienne, vous voulez dire? Oui. L'activité physique, c'est très, très important à ne pas négliger. Plus on bouge, plus... pour le vieillissement antidépresseur, bouger, c'est plus de flux sanguin, c'est plus d'oxygène dans le cerveau. Et en bougeant aussi, les problèmes et tout, on arrive à avoir plus de réponses constructives que quand on est là sans bouger. Alors déjà ça, et prendre du temps pour soi, aller dans la nature, se déconnecter aussi des réseaux sociaux, tout ce qui est écran. Ah, ça, c'est compliqué. Hein? C'est très important. Quand même. De nos jours, franchement, je pense qu'on passe la majeure partie de nos temps à être sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça joue aussi. Ça joue un grand rôle, l'écran. Et aussi aller vers les autres, faire de belles choses. Avoir une belle vie sociale avec des gens qu'on aime, ça nourrit l'âme. En gros, de belles choses à explorer, la nature et aussi des belles choses pour soi-même. Aller faire un massage, soin de visage et surtout échanger, ne pas rester fermé sur soi. Ça aussi, c'est très, très important. Et faire attention à son alimentation parce qu'il y a une très, très grande relation entre notre microbiote intestinal et ce qui se passe dans le cerveau. On mange bien, on va bien. On mange mal, la dépression n'est pas loin. Qu'est-ce que tu mets dans manger bien? Les fruits et légumes, souvent, c'est ça? Fruits et légumes, mais après... le sucre raffiné. Ok. Voilà. Dans nos cultures, on mange beaucoup plus de pâtes, par exemple. Il y a nos feuilles, nos sauces feuilles. Ce sont des légumes, c'est bien, ça, c'est bien. Mais c'est avec ce à quoi on accompagne.
Exactement. La pâte, le riz, ou peut-être les prendre en toutes petites portions et plus de légumes à côté. Exactement, plus de légumes à côté. Et dans tous les cas, éviter beaucoup le sucre raffiné. Ça, c'est déjà très, très bien. Avec donc, du miel, c'est mieux? C'est mieux le miel. Il y a beaucoup d'autres choses. Et la graisse, de toutes les façons. Et tout ce qui est farine, c'est aussi... il faut tout en modération, je vais dire. Et c'est une nutritionnelle qui pourra plus vous donner des conseils plus adaptés. Mais de ma part, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Et une alimentation équilibrée, je crois, c'est plus, je ne crois pas, j'en suis certaine, plus de légumes, de fruits et moins de sucre. Et les charcuteries, je crois, c'est ce qu'il faut éviter. D'accord, ok. Quelle est votre recette pour une journée parfaite? C'est une journée où on se réveille déjà et qu'on témoigne de sa gratitude pour le souffle de vie, déjà. Une journée qui commence par la gratitude et une bonne méditation. Après, une marche ou une activité en pleine conscience, que ce soit 5 minutes d'étirement ou 5 minutes de marche, mais en tout cas quelque chose qu'on fait en étant vraiment là, complètement, en étant en pleine conscience. Des exercices de respiration, juste inspirer, expirer et avoir conscience de son corps. Ça, c'est déjà le début d'une belle journée. D'accord. D'accord, merci. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui aimeraient avoir le même, je ne sais pas, se lancer dans le même parcours que vous? Ouais, le conseil, suivre son cœur. Quand on fait ce qu'on aime, on le fait très bien. Suivre son cœur. Ouais. Super. Ouais, suivre son cœur. C'est bon. Bon, merci Aïda. C'est très gentil à toi. Merci de m'avoir accueilli également dans Bouscat. Merci. Nous espérons que cet épisode de Clémou Halayo vous a laissé rempli d'inspiration et de détermination. Rappelez-vous toujours que chaque femme possède un potentiel illimité pour réaliser ses rêves. N'oubliez jamais que votre propre histoire est en train de s'écrire et que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Merci de votre écoute et à très bientôt. N'oubliez pas, likez, commentez et partagez. C'était Clémou Halayo.